Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bonne année et bienvenue pour ce webinaire un peu exceptionnel puisque c'est un webinaire qui porte non pas sur un exemple de track aux innovations d'agriculteurs, mais qui porte sur l'analyse des innovations qui ont été proposées par les agriculteurs dans notre première saison. Et donc, c'est ce que nous allons, et c'est pour ça que nous avons un super panel d'étudiants. Mais Christophe, qui est l'enseignant de ces étudiants, va vous présenter la situation. Moi, je voulais juste, avant de démarrer ce webinaire, vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous de deux façons. Vous avez le bouton discussion ou converser ou chat selon la version de Zoom, qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Et l'autre bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser, puisqu'on fonctionne comme à l'habitude, avec un temps de présentation et un temps de questions-réponses, avec des réponses en direct des intervenants, eh bien, c'est le bouton Q&R pour questions-réponses. Et donc, au fil de l'intervention, n'hésitez pas à poser vos questions bien dans ce bouton et non pas dans le bouton discussion, parce que je retrouve très régulièrement des questions et après, on risque de les oublier. Voilà, je laisse la parole à Christophe parce que nous avons 1 heure à passer ensemble et ne perdons pas d'autre temps. J'ai cru comprendre que le contenu était intense. Christophe, tu as la parole. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous et également mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Donc, je suis Christophe Todin, agronome à l'ESA Angers et avec Marie-Hélène Geoffroy et Paola Salazar, agronome à INRAE. Nous sommes très heureux de vous inviter à ce webinaire de restitution tentant de capitaliser des connaissances issues des innovations d'agriculteurs qui ont été mises en avant lors des webinaires de la saison 1 qui a eu lieu au printemps 2021. Ce webinaire de restitution est proposé par Agrinium, l'Association française d'agronomie, le réseau mixte technologique champs et territoires ateliers et IDEAS, l'initiative pour la conception dans les systèmes alimentaires, et avec la contribution de l'ESA d'Angers et de ses apprenants. Depuis près d'1 an maintenant, nous avons initié des webinaires Innovation des agriculteurs visant à présenter et discuter des innovations de terrain dans des systèmes agroécologiques. Innovations conçues, mises en œuvre et évaluées par des agriculteurs. Nous avions également annoncé l'objectif de pouvoir formaliser les connaissances qui en sont issues dans l'outil GECO, un outil web de gestion des connaissances pour la transition agroécologique qui présente des techniques alternatives contribuant à la transition. L'enjeu étant de formaliser des connaissances issues du terrain et de les décrire finement en identifiant leurs conditions de réussite pour les diffuser largement en vue de soutenir l'innovation ouverte. Dans le cadre du domaine d'approfondissement REAL-PV pour relever les enjeux de l'agroécologie en production végétale, domaine d'approfondissement de fin de cursus ingénieur agronome ESA, un groupe d'apprenants a accepté de prendre en charge l'analyse de ces webinaires avec l'objectif de capitaliser les innovations des agriculteurs via la rédaction de fiches logiques d'action, en remobilisant les vidéos en ligne et en rencontrant chacun des agriculteurs qui avaient témoigné afin d'approfondir leurs innovations. Ces fiches seront diffusées dans GECO prochainement. En termes d'organisation, on écoutera d'abord les apprenants ESA pendant environ 30 minutes, nous faire part de leurs travaux et de leurs réflexions. Pendant ce temps, n'hésitez pas, comme le disait Philippe, à poser vos questions dans la partie QR de l'outil. Et dans la seconde demi-heure, nous prendrons vos questions et demanderons à nos intervenants d'y répondre. Ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne rapidement. Je laisse la parole à nos jeunes agronomes. Bon webinaire à tous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Attendez, il faut le mettre en mode affichage complet, voilà, paramètre d'affichage basculé. Voilà, très bien, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre restitution d'études longues, donc capitalisation des webinaires Innovation des agriculteurs. Donc, nous sommes 7 apprenants de l'ESA, l'École supérieure d'agriculture située à Angers, et nous suivons actuellement le domaine d'approfondissement REAL-PV pour relever les enjeux de l'agroécologie dans les productions végétales. Donc, pendant plusieurs mois, nous avons mené un projet qui consiste en capitaliser et partager des savoirs agroécologiques issus d'une série de webinaires. Donc, cette série de webinaires est la saison 1 des webinaires Innovation d'agriculture
qui s'est déroulée au premier semestre de 2021. Et donc, cette série comporte 9 webinaires qui ont été organisés et animés par l'AFA, l'Association française d'agronomie, en partenariat avec Agrinium, le réseau IDEAS et le RMT Champs et Territoires Atelier. Donc, nous avons pour notre projet défini une ou plusieurs pratiques innovantes issues de chaque webinaire, puis les connaissances que nous avons acquises seront transmises sur une plateforme qui s'appelle GECO. Et tout cela est dans le but d'accompagner les transitions agroécologiques. Donc, pourquoi avoir mis en place un tel projet? Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus soumis à des contraintes, notamment l'augmentation et l'intensification des aléas climatiques, avec par exemple de plus fortes périodes de sécheresse en été. Il y a également des normes et des réglementations de plus en plus nombreuses, comme avec l'interdiction d'utilisation de certains produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, les agriculteurs font face à de nombreux enjeux, autant sociétaux, environnementaux qu'économiques. Et c'est donc dans ce contexte que les agriculteurs produisent. Ils s'adaptent au contexte pédoclimatique et socio-économique qui leur sont propres. Ils participent à la modification des systèmes agricoles en s'appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes et ils mettent en place de nouvelles pratiques qui vont répondre à des objectifs particuliers. Donc, pour valoriser ces innovations, il y a un besoin de partage et d'outils de partage. Et donc, GECO est un outil de ce type. Il permet d'accompagner la conception de systèmes agroécologiques grâce à la capitalisation et au partage de connaissances. Donc, comment ça se passe? Ce sont des agriculteurs qui vont mettre en place des pratiques innovantes ou une combinaison de pratiques qui sont souvent rares, nouvelles et peu répandues. Il y a un réel besoin de connaissances sur ces pratiques, des connaissances de terrain pour accompagner les connaissances scientifiques et pouvoir ensuite partager ces innovations. Donc cela se fait via la capitalisation et la formalisation de ces connaissances de terrain. Ensuite, elles vont pouvoir servir de source d'inspiration pour d'autres agriculteurs qui vont ensuite pouvoir mettre en place sur leur système ces nouvelles techniques innovantes. Et tout cela va donc participer à l'accompagnement de la transition agroécologique. Donc la formalisation et la capitalisation de données n'est pas simple. Il faut comprendre les logiques d'action derrière les pratiques innovantes pour les rendre ensuite accessibles et disponibles à un plus grand nombre. Donc ici, vous avez une vue de la page d'accueil de l'outil GECO qui est organisée en différentes rubriques. On a tout d'abord une base de connaissances, donc c'est une bibliothèque organisée en thématiques. Il y a ensuite un espace de discussion, donc c'est un forum où les agriculteurs et les autres acteurs peuvent poser des questions, partager leurs expériences. Et donc, les fiches, elles sont reliées entre elles sur GECO grâce à un modèle sémantique donc, pour pouvoir naviguer facilement et intuitivement dans l'outil. Et donc, plusieurs filières et modes de production sont représentés, comme l'agriculture biologique ou l'agriculture de conservation des sols, pour citer quelques exemples. Alors, comme vous avez pu le comprendre, notre projet se tourne sur des pratiques innovantes agroécologiques qui ont été mises en place par des agriculteurs innovants. De ce fait, il en vient de se demander qu'est-ce que nous appelons des innovations agroécologiques, puisque nous le savons, il n'existe pas qu'une seule façon d'appréhender l'agroécologie ainsi que l'innovation. Mais nous allons tout de même essayer de vous montrer quelle définition nous avons retenue dans le cadre de notre travail. Donc, l'agroécologie, c'est tout d'abord la fusion entre l'agronomie et l'écologie, mais ainsi, elle peut être définie comme une discipline ou encore un ensemble de pratiques visant à améliorer des systèmes agricoles tout en s'appuyant sur des interactions et des processus naturels qui ont lieu au sein d'un agroécosystème. Enfin, l'innovation, elle est définie comme vous pouvez le voir, par de nombreux auteurs tels que Madame Traversy, Madame Petit ou encore Madame Salambier. Et peut-être, selon une des définitions retenues, le fruit issu de recherche ou bien d'expérimentation, ce qui concrètement corrèle avec notre projet par le fait qu'on appelle des pratiques innovantes, des pratiques que des agriculteurs expérimentent eux-mêmes. Donc maintenant, je vais vous parler de la méthodologie établie durant ces derniers mois pour atteindre l'objectif souhaité qui a été brièvement explicité par Léna au début de la présentation. Donc, plus précisément, l'objectif est de formaliser les connaissances qui ont été recueillies par le biais des webinaires sur les pratiques innovantes et qui ont été mises en œuvre par différents agriculteurs. Donc, la deuxième partie de l'objectif est de tenter de capitaliser ces informations-là pour qu'elles soient disponibles pour d'autres agriculteurs. Donc, la première étape réalisée consistait à analyser les 9 webinaires. Pour cela, nous avons créé une grille de lecture
pour faciliter les recherches d'informations, identifier les innovations mises en place par les agriculteurs ainsi que les données manquantes. Donc cette grille nous a aidés de manière générale à rédiger nos guides d'entretien. Donc cela m'amène à parler de la deuxième étape qui a consisté à effectuer un entretien, donc des entretiens semi-directifs. Donc on a été rencontrer donc, ces agriculteurs chez eux du 22 au 26 novembre. Et malheureusement, un des agriculteurs n'a pas pu être disponible. Donc, sur les 9 agriculteurs, on n'a pu n'en rencontrer que 8. Et donc, notre travail s'effectue sur ces 8 entretiens. Donc, nous arrivons maintenant à l'étape d'exploitation des données recueillies. Donc, pour cela, nous avons retranscrit et organisé les informations obtenues pour tenter de les capitaliser et de comprendre la logique agronomique mise en œuvre par l'agriculteur. Donc, une fois ce travail effectué, nous sommes passés à l'étape de la formalisation avec la réalisation de supports tels que des fiches logiques d'action ou encore des arbres d'exploration. Puis, on aura la diffusion de ce travail de capitalisation qui est fait donc, par le biais de ce webinaire et par la suite par le biais de l'outil GECO afin de tenter de transmettre ces savoirs. Alors, comme vous l'a dit Émilie, on a rencontré 8 agriculteurs sur le terrain pour les enquêter. Je vais tout d'abord vous présenter M. Gaël Dupont, qui est un des agriculteurs de la région Grand Est que l'on a rencontré. Il travaille en agriculture de conservation des sols sur 150 hectares de grandes cultures et il est en agriculture biologique sur ses 5 hectares de vignes. Il est sur des terres de champagne crieuse qui ont une minéralisation très faible et il est également situé dans une zone où la production est sensible au grand froid. Monsieur Dupont nous a dit qu'il avait comme objectif d'avoir un système résilient, c'est-à-dire pour lui un système qui combine une augmentation de l'activité biologique de ses sols, d'avoir des plantes plus résistantes et de baisser ses charges opérationnelles. Et ça, c'est dans le but de ne pas être dépendant aux produits phytosanitaires et de limiter la dégradation de ses sols. Il a mis en place plusieurs pratiques, dont l'utilisation d'extraits de plantes fermentées. On a rencontré un autre agriculteur de la région Grand Est, qui est M. Devotcheri, qui fait partie de la CEP de Bord. La CEP de Bord, c'est un collectif de 7 agriculteurs. Ils travaillent tous en agriculture de conservation des sols en grande culture sur une SAU de 820 hectares. Comme M. Dupont, ils sont sur une région où les étés sont de plus en plus secs. Ils nous ont partagé plusieurs problèmes, dont le dérèglement climatique, qui pose problème lors de l'implantation de couverts et de leur culture dérobée. Ils ont essayé de mettre en place des cultures plurispécifiques et ils se sont rendus compte que les résultats qu'ils avaient n'étaient pas assez satisfaisants. Et en plus de ça, il y avait un coût assez important de ces cultures-là, notamment au niveau des prestations de triage. Ils ont donc réfléchi à mettre en place une pratique qui s'appelle le relais cropping. On a également rencontré Damien Thieblemont et son frère Franck, 2 agriculteurs du GAEC de Savry à Beauzencourt, également dans la région Grand Est. Ils sont des polyculteurs éleveurs et travaillent en ACS sur une SAU de 385 hectares. Ils ont un type de sol qui varie selon la topographie, allant d'un sol argilo-calcaire caillouteux dans les plateaux, au limon dans les vallées et aux argiles dans les coteaux. Donc, comme les 2 agriculteurs que je vous ai présentés précédemment, ils sont dans une région où ils doivent faire face à des étés de plus en plus secs et des précipitations qui sont de plus en plus espacées. Donc, on a eu comme problème de la part de ces 2 frères qu'ils sont dans une région où ils ont peu de cultures de vente adaptées à leur sol et qu'en plus de cela, il y a très peu de filières présentes sur le territoire. Ils ont déjà testé la culture de colza seul, mais cette culture ne déplafonne plus les rendements et ils sont également dépendants aux insecticides pour lutter contre certains ravageurs. Donc, pour contourner ces problèmes-là, ils ont décidé de mettre en place le colza avec des plantes compagnes gélives ou non gélives qui sont adaptées à leur sol et à leur région. On est parti voir également des agriculteurs de la région centre-est, donc M. Merlot Benoît et sa compagne Cruz Mermi Meril,
qui sont en agriculture biologique sur une exploitation en polyculture élevage avec une SAU de 293 hectares. Leurs sols sont battants et parfois difficiles à travailler. Ils nous ont expliqué qu'à leur installation, ils avaient des parcelles déséquilibrées. Donc, pour eux, déséquilibrées, c'est des parcelles favorables à la multiplication des bioagresseurs, notamment à cause du manque de diversité spontanée et diversifiée. Ils ont donc mis en place des associations interspécifiques et intraspécifiques en bio. Donc, nous avons également rencontré M. Brémond, qui s'occupe seul d'une exploitation céréalière en agriculture de conservation des sols. Il possède un sol argilo-calcaire avec des alluvions battants. Le climat est méditerranéen et caractérisé par des périodes de sécheresse avec une faible pluviométrie. Donc, dans les années 2000, il a fait face à de différents enjeux, donc, notamment la dégradation des sols avec une problématique de battance et d'érosion. Il avait également des sols qui se refermaient sur eux-mêmes durant l'automne et qui étaient inondés en hiver. De ce fait, il devait faire un décompactage des sols qui était nécessaire et cela coûtait en argent et en temps. Il avait également une problématique d'irrigation et de maîtrise du régras. Et enfin, il avait une stagnation de rendement de ses cultures. C'est pourquoi il a décidé de se lancer dans une nouvelle technique, le semis direct sous couvert végétal vivant avec irrigation. Monsieur et Madame Huck sont un couple de viticulteurs dans une exploitation de 60 hectares. Suite à leur conversion en agriculture biologique, ils ont dû trouver des nouvelles solutions pour diminuer leur entrant. Ils avaient également un problème de main-d'œuvre qualifiée qui est compliqué à trouver et qui nécessite du temps, de l'argent et de l'énergie en management. Enfin, l'utilisation de cette main-d'œuvre est très coûteuse. C'est pourquoi le couple a décidé de se lancer dans deux innovations. La taille rase de précision, donc qui permet une taille mécanique, et l'implantation d'un couvert végétal à l'intérieur de la vigne. Monsieur Signoret est un éleveur de vaches de la race Marachine et il s'occupe d'un troupeau de 90 têtes. Il possède 162 hectares de prairies naturelles et 8 hectares de luzerne qu'il cultive pour le foin. Un de ses principaux enjeux est de gérer son plan fourrager avec des prairies en situation d'inondation et séchantes à d'autres périodes de l'année. Donc, il est naturaliste de formation, il essaye de concilier un système pastoral avec du pâturage pour limiter l'impact sur les agroécosystèmes des marais. Enfin, pour diminuer cet impact sur la biodiversité, il essaye de réduire un maximum la mécanisation. Pour finir, M. Béton est un éleveur de porcs en Mayenne. Il est en agriculture biologique. Il travaille avec un salarié à plein temps sur 85 hectares, principalement limoneux sableux. Donc, il est en polyculture élevage, il a 30 unités de gros bétail bovin et 30 truites naisseuses. Il faut savoir que tout ce qui est produit sur l'exploitation sert à alimenter les animaux. La plus-value de l'exploitation se fait sur la vente de cochons et de la vache. Pour améliorer son système de production végétale, il a mis en place successivement 5 pratiques, dont 2 qu'il a tenté de présenter dans les fiches. Ces techniques sont le semis direct de févrole en grande culture bio et le semis sous couvert vivant en grande culture biologique. Donc, comme nous l'ont présenté Pauline et Louis, nous avons donc rencontré 8 agriculteurs aux profils différents, situés dans 5 régions différentes, et plus précisément dans l'Est, l'Ouest ainsi que le Sud-Est de la France. De ce fait, ils avaient des contextes pédoclimatiques différents, mais pourtant il en est ressorti à la suite de l'analyse des webinaires ainsi que des entretiens qu'ils rencontraient certains problèmes similaires, tels qu'une pression en bioagresseurs et en adventices, ainsi qu'un dérèglement climatique. Et pour une majorité d'entre eux, ils avaient des objectifs communs qui sont ressortis, tels que améliorer la qualité agronomique des sols, ou encore réduire le travail du sol et l'usage d'intrants, ainsi que pérenniser la durabilité économique du système. Bien qu'il y ait des objectifs communs et des problèmes similaires,
le contexte pédoclimatique propre à chacun a permis aux agriculteurs d'aboutir à une diversité de pratiques innovantes qui permettent d'atteindre ces objectifs et de faire face aux problèmes qu'ils rencontraient sur leur exploitation. Le constat effectué à la suite de l'étude est donc le fait qu'il existe une multitude de pratiques possibles et explicitées par les agriculteurs eux-mêmes. Cependant, dans le cadre de notre travail et le temps imparti, nous n'avons pas pu prendre compte de toute la richesse que nous a transmis les agriculteurs et on a dû sélectionner et approfondir seulement quelques-unes des pratiques mises en place par ces agriculteurs. Du coup, je vous propose maintenant de voir ce qu'est une fiche logique d'action, comme évoqué précédemment. Alors, une fiche logique d'action, c'est un support pédagogique qui a pour objectif de valoriser des retours d'expérience d'agriculteurs innovants ou d'expérimentateurs. On va trouver une combinaison de différentes pratiques qui ont pour but d'atteindre un ou plusieurs objectifs souhaités et désirés par les expérimentateurs. Le but des fiches logiques d'action, c'est de comprendre la logique agronomique d'un producteur. Et finalement, c'est de faciliter la diffusion des pratiques innovantes au grand public. Donc, je vous propose de détailler ici l'exemple d'une fiche que nous avons réalisée sur le semi-direct de Févrole en grande culture bio. Nous allons tout d'abord trouver des éléments de contexte qui permettent de comprendre les logiques, le sol, le climat dans lequel les exploitants se trouvent. Donc ici, on se trouve dans le cas de M. Philippe Béton, qui est producteur en Mayenne. Il produit sur 85 hectares de limon sableux. Il y a 5 ateliers sur son exploitation, un atelier de production végétale sur lequel il va réaliser ses expérimentations, notamment ici le semi-direct de Févrole en grande culture bio. Ces productions végétales vont ensuite être transformées dans un atelier de produire de l'aliment pour ces 3 ateliers de production animale qui sont un atelier porcin, un atelier bovin et ensuite un atelier de poulet en circuit court. Ces expérimentations sont faites en lien avec le CIVAM Bio et donc on peut éventuellement retrouver d'autres expérimentations faites avec le CIVAM Bio dans la région auprès de d'autres acteurs. On va trouver sur la droite de l'écran des objectifs, les objectifs globaux du système d'exploitation. Donc ici, par exemple, limiter le travail du sol, maintenir, voire développer les rendements, et ensuite entretenir et maintenir la biodiversité et plus particulièrement la vie du sol. Nous allons trouver en dessous les objectifs dédiés à la pratique décrits dans la fiche logique d'action. Donc, quels sont les services attendus de la pratique? Par exemple, ici, réduire le temps de mise en place d'une culture au sein de la rotation. Dans le cœur de la fiche, nous allons trouver la partie mise en œuvre. Quels sont les éléments pour mettre en place cette pratique, les dates d'implantation, les méthodes. Donc ici, nous avons l'exemple du semis qui se fait après la récolte de maïs à l'aide d'un semoir à dents polyvalent. Nous allons trouver donc juste à côté de cette mise en œuvre des éléments de conditions de réussite, mais également des points de vigilance. Donc, des conditions de réussite, ce sont des éléments associés au contexte spécifique et qui permettent, voire favorisent la réussite de la pratique. Donc, par exemple, ici, on a le besoin d'un sol poreux qui est dû au travail préalable du sol avant l'implantation du maïs, mais du coup également l'implantation qui est favorisée par un semis dans les cannes de maïs, donc les cannes de maïs qui vont venir étouffer les adventices. Ensuite, en dessous, dans les points de vigilance, ça va être des points d'attention qui concernent la pratique. Donc ici, on a un point de vigilance qui se fait à la levée, avec du coup un stade critique où il faut être vigilant à l'observation du salissement, qui, s'il est trop important, peut déclencher d'autres actions, notamment des désherbages mécaniques. Tout au long des fiches, on va pouvoir trouver également des verbatims, qui sont donc des paroles d'agriculteurs que nous avons voulu rapporter, et donc qui vont permettre d'illustrer les conditions de mise en œuvre de la pratique, ou bien de transmettre un conseil de l'agriculteur. Dans les bas de nos fiches, nous allons pouvoir retrouver des indicateurs d'évaluation et de pilotage sur 3 grands thèmes principaux, donc des indicateurs sociaux, agronomiques et économiques. Au cœur de ces indicateurs, nous avons principalement réussi à rapporter plus d'indicateurs qualitatifs que quantitatifs. En effet, il était parfois difficile pour les exploitants de nous donner des données chiffrées et ils nous soulignaient que l'envie d'être plus accompagnés justement techniquement
pour mettre en place des données chiffrées, que ce soit pour les essais ou bien dans la mise en place d'indicateurs. Sur la droite, nous allons trouver des recommandations qui sont en fait des conseils de l'exploitant pour des personnes qui souhaiteraient mettre en place cette expérimentation, enfin cet essai dans leur système d'exploitation. Et enfin, des perspectives sur les essais à venir ou bien sur la continuité de l'essai mis en place. Quelles sont les choses que l'on pourrait être amené à voir si nous retournons sur l'exploitation ou si nous contactons cet exploitant dans les mois ou les années à venir. Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons interrogé en tout 8 agriculteurs. Les 8 enquêtes nous ont permis de réaliser en total 11 fiches logiques d'action. C'est-à-dire que pour certains agriculteurs, nous avons identifié plusieurs pratiques pouvant être mises sous forme de fiches logiques d'action. Les 11 fiches logiques d'action sont complémentaires au webinaire, mais elles ne permettent pas de rendre compte de la richesse des pratiques innovantes des agriculteurs enquêtés. Les 8 enquêtes réalisées nous ont également permis d'effectuer des arbres d'exploration. Donc, qu'est-ce que c'est les arbres d'exploration? Eh bien, ce sont des supports pédagogiques comme une sorte de boîte à idées sous forme d'arborescence, visant à synthétiser un ensemble de pratiques innovantes testées par des agriculteurs pour répondre à un objectif donné. Les arbres d'exploration ont été conçus pour faciliter l'exploration de solutions innovantes ou de pratiques agroécologiques. Ici, l'arbre qui est sur cette diapositive est un exemple qui a été réalisé dans le cadre d'une autre étude. Donc, c'est normal qu'il n'est pas lisible puisque l'objectif est de comprendre les 3 niveaux des arbres d'exploration. Donc, le premier niveau, c'est l'objectif commun visé par l'ensemble des agriculteurs. Le second niveau désigne les résultats intermédiaires souhaités par les agriculteurs. Et enfin, en troisième position, nous avons les techniques pouvant être réalisées pour atteindre ces résultats intermédiaires et puis finalement pour atteindre l'objectif commun visé. Donc, nous avons au total effectué 5 arbres d'exploration. Donc, voici un aperçu d'un de nos arbres. Donc, celui-ci synthétise l'ensemble des pratiques innovantes testées par des agriculteurs enquêtés pour répondre à l'objectif d'améliorer les composantes de la fertilité des sols. Cet objectif se segmente en 4 principales sous-branches. Donc, la première est limiter l'érosion, la seconde, améliorer l'activité biologique des sols, puis améliorer le taux de matière organique des sols, et enfin, améliorer la structure des sols. Donc, nous allons effectuer un zoom sur l'amélioration de la structure des sols en guise d'exemple. Dans l'extrait de la branche améliorer la structure des sols, les pratiques innovantes de 3 agriculteurs enquêtés apparaissent dans cet arbre-là. Pour chaque agriculteur apparaissant dans cet arbre, une ou plusieurs fiches logiques d'action ont été effectuées sur leurs pratiques innovantes. Donc ici, nous observons la première sous-branche. Nous avons un exemple, Émilie et Benjamin Huck, qui ont une fiche logique d'action portant sur l'implantation d'un couvert végétal en interrant de vigne. Pour améliorer la structure de leur sol, ils ont implanté un couvert végétal composé de graminées, dont l'avoine, qui a pour avantage de décompacter les sols grâce à son système racinaire fasciculé. En seconde sous-branche, nous avons l'exemple de Daniel Brémond, qui a une fiche logique d'action portant sur le semi-direct sous couvert végétal permanent ennégué sous un climat méditerranéen. L'un des moyens pour améliorer la structure de son sol est de mettre du carbone au sol pour y nourrir les êtres vivants. Par exemple, il intègre du sorgho dans sa rotation pour réaliser cette pratique. Le sorgho a également pour avantage d'avoir un système racinaire fasciculé qui est aussi un moyen pour lui d'améliorer la structure de son sol. Un autre élément qui est très essentiel pour M. Prémont est aussi l'arrêt total du travail du sol pour améliorer la structure de son sol. Donc, en troisième branche, nous avons l'exemple de Damien Thieblemont, qui a une fiche logique d'action portant sur la réalisation d'un colza associé à des plantes compagnes gélives et non gélives en semi-direct. Pour lui, les cultures associées et les couverts végétaux sont un moyen pour améliorer la structure du sol. Par exemple, il associe du colza avec des plantes compagnes gélives qui sont l'un sarrasin févrole
et un couvert végétal qui peut être luzerne ou du lotier ou du trèfle en semi-direct. Donc, nous avons pu constater que les problèmes rencontrés dans les contextes pédoclimatiques propres à chaque agriculteur et en même temps les objectifs communs qu'ils ont pu exprimer nous ont mené à une certaine diversité de pratiques, ici innovantes, pour le thème des webinaires de l'AFA. On a donc pu créer 11 fiches logiques d'action, partant à chaque fois d'une problématique dans un contexte précis, ce qui a amené à déterminer une pratique innovante pour répondre aux besoins de l'agriculteur. La fiche vient donc capitaliser les informations sur la pratique choisie. Ont été également créés 5 arbres d'exploration qui découlent d'objectifs communs des agriculteurs qui, pour satisfaire ces objectifs, utilisent un panel de pratiques. L'idée de ces arbres est donc bien de capitaliser les informations sur ces objectifs communs et les pratiques qui y sont associées. Ces fiches logiques d'action et arbres d'exploration doivent maintenant permettre la réutilisation de ces savoirs empiriques collectés par l'étude des webinaires et des enquêtes. Afin de toujours mieux collecter, traiter et diffuser l'information, nous allons maintenant vous exposer certaines perspectives que nous vous proposons pour donner suite à ce projet. Tout d'abord, nous proposons la création d'une trame commune et standardisée qui serait alors à la disposition des acteurs de terrain et des métiers de la recherche et du développement agricole qui sont des contributeurs à la création des fiches pour alimenter l'outil GECO et ainsi contribuer au partage de connaissances. Cette trame permettrait alors de faciliter la création de fiches logiques d'action ainsi que de faciliter la capitalisation des informations et des données. Dans un second temps, nous pensons également qu'il est important de caractériser au mieux les indicateurs de chaque pratique, qu'ils soient bien construits, objectivés et de préférence chiffrés, afin de bien se rendre compte de ce qu'implique la pratique, de ce qu'il y a à mettre en œuvre pour la satisfaire et de ce qu'il y a à mettre en œuvre pour la satisfaire. Il est préférable d'obtenir la bonne définition d'un indicateur, car nous sommes restés dans cet exercice à une formulation qui reste à préciser. Nous sommes actuellement dans des indicateurs qualitatifs et nous gagnerons à aller vers du quantitatif. Ensuite, il est important de bien déterminer l'ensemble des mécanismes agronomiques qui sont impliqués derrière les observations des agriculteurs, afin de donner du crédit et de la rigueur aux connaissances produites. Puis, lors de nos enquêtes, il est ressorti une non-connaissance de l'outil GECO par les agriculteurs, alors que la plupart d'entre eux y voient une grande utilité. Il semble y avoir un manque de visibilité de cet outil ainsi que de ses moyens d'accès. Il pourrait alors être intéressant d'augmenter ou d'améliorer sur sa communication auprès des professionnels du monde agricole, ainsi que d'améliorer son référencement sur les moteurs de recherche. Pour finir, les rencontres de ces agriculteurs ont permis, au-delà des pratiques innovantes, de découvrir des systèmes agricoles très intéressants où nous pensons qu'il puisse être utile de les synthétiser en fiches comme pour les pratiques, afin de diffuser toujours plus d'idées et de connaissances au monde agricole. Pour conclure, nous avons donc rencontré des agriculteurs innovants dans l'objectif de comprendre par quelles pratiques ils répondaient à des problèmes rencontrés sur leurs exploitations. Notre projet a alors permis de mettre en forme ces connaissances empiriques pour les rendre accessibles et pourquoi pas inspirantes au plus grand nombre grâce à l'outil gratuit GECO. Les arbres d'exploration permettent de visualiser l'ensemble des pratiques pouvant être combinées pour aboutir à un objectif visé. Ces derniers ont également vocation à être diffusés sur l'outil GECO. Tout cet exercice a donc permis, ou non, selon les cas, de faire émerger des mécanismes agronomiques cachés derrière des réussites agronomiques locales. Il faut identifier les mécanismes à l'œuvre à partir de références connues, mais également il faut identifier les références manquantes. Savoir comment la pratique a été établie, fonctionne-t-elle en toutes circonstances, y a-t-il des paramètres à prendre en compte pour la pratiquer? Cela n'a pas forcément été possible, comme par exemple avec la compréhension agronomique de certaines doses, leur d'épandage qui fonctionnaient localement, mais qu'en serait-il avec une modification de ces doses? Le résultat serait-il meilleur ou non? C'est donc là que réintervient la notion d'indicateur solide et chiffré. Pour terminer, nous remercions tout particulièrement les agriculteurs enquêtés pour leur accueil sur leurs exploitations et le temps qu'ils nous ont consacré. Nous remercions également l'Association française d'agronomie pour nous avoir permis de réaliser ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter notre étude. Et enfin, nous remercions les commanditaires de ce projet, Madame Geoffroy et Madame Salazar de l'UMR Agronomie INRAE AgroParisTech, ainsi que notre professeur encadrant, Monsieur Naudin. Vous pourrez avoir accès au diaporama de présentation si vous le désirez, et vous retrouverez à la fin de ce dernier les liens des webinaires en lien avec ce projet. Merci de votre écoute. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
Merci beaucoup, merci à tous. Alors, je vais rajouter un remerciement pour la qualité de cette présentation. Effectivement, c'est très clair. On va départager l'écran pour qu'on puisse bien vous voir. Voilà, et on va pouvoir avoir maintenant un échange. Donc, vous pouvez poursuivre pour les participants à poser vos questions, mais on a déjà un certain nombre. On va peut-être commencer par des questions un peu d'ordre méthodologique dans votre travail. Bon, vous avez en partie répondu, mais pas toujours complètement aux questions qui sont posées. Une question d'Élise qui dit finalement la capitalisation, c'est plutôt faite sur la base des entretiens plutôt que sur la base des webinaires. Alors, vous avez dit que vous avez utilisé les webinaires, mais du coup, pour préciser, est-ce que les questions posées pendant les échanges lors des webinaires ont également été prises en compte dans votre analyse? Puisque Oui, dans la… effectivement. Allez-y. Oui, effectivement, lors de notre travail de visualisation des webinaires, on a créé une grille de lecture qui prenait en compte les questions-réponses à la fin des webinaires. L'objectif, c'était vraiment de prendre toutes les informations de ces webinaires qui allaient nous permettre de créer les guides d'entretien pour aller creuser plus en profondeur sur les logiques d'action des pratiques qui ont été citées pendant ces webinaires-là. Et c'était aussi très important de prendre ces questions-réponses parce que ça pointait du doigt certains éléments qui n'avaient pas été dits par les agriculteurs et souvent c'était des éléments techniques et économiques. Ok, merci. Merci. Et donc, une question de Marc sur l'évaluation des innovations. Les innovations au sein des exploitations ont-elles été évaluées, par exemple en mobilisant la méthode IDEA? Alors, je ne sais pas si vous connaissez la méthode IDEA, mais je pense que oui. Non. Eh bien, non. Non, les innovations que nous avons choisies ont été choisies en collaboration avec nos commanditrices et notre professeur suiveur. Et il n'y a pas eu d'évaluation externe de ces innovations. Ok, alors peut-être une question sur les indicateurs de Joël, parce que toujours la question de vos méthodes. Donc Joël, qui vous félicite pour cette présentation claire et agréable, et il dit que la question c'est comment ont été construits vos indicateurs? Les agriculteurs ont-ils été impliqués et si oui, comment? Les indicateurs, ils ont été identifiés pendant les webinaires et suite aux entretiens. Et donc, du coup, ce sont des indicateurs dont on témoigne. Ils sont construits et mis en place par les exploitants au sein des exploitations. Donc, témoigner de comment ils ont été construits serait un petit peu délicat. Cependant, on a noté une difficulté justement pour identifier des indicateurs chiffrés. On était beaucoup sur de l'ordre de l'observation et même si parfois il était difficile d'obtenir des données chiffrées, il était même parfois pour certains exploitants, certains exploitants n'ont pas émis la volonté de donner des chiffres justement sur leurs exploitations. Donc il y avait cet entre-deux, entre soit nous n'avons pas de chiffres, soit les chiffres n'ont pas voulu être communiqués. J'aimerais compléter, si Oui, je peux me oui, permettre, bien sûr. sauf si les étudiants souhaitent compléter cette réponse. Non, donc, du coup, je voulais juste rebondir sur le fait de rendre visible plutôt cette difficulté de définir des indicateurs, de savoir lesquels, parce que en fait, dans le cadre de cette étude et des travaux qu'on mène à l'OMR Agronomie, dans notre équipe, sur la question de la formalisation et capitalisation des connaissances, il y a justement tous ces questionnements de qu'est-ce qu'on identifie, qu'est-ce qu'on décrit, comment et sur quel support on les formalise pour les partager de façon à qu'ils soient accessibles à d'autres agriculteurs et qu'ils puissent en inspirer de ces pratiques dites innovantes. Mais donc, du coup, je pense que dans chacune de ces fiches logiques d'action qui ont été réalisées par les étudiants, on trouvera des indicateurs assez diversifiés. Parfois, il y aurait des indicateurs agronomiques un tout petit peu mieux décrits que d'autres dans d'autres fiches. D'autres seront plus d'ordre social, d'autres environnemental. Donc, du coup, ça fait appel à la diversité des pratiques d'une part qui existe, d'autre part, de la difficulté de tracer toutes les informations par des observations issues du terrain. C'est aussi
il y a aussi beaucoup de choses qui font, comment on dit, appel à des savoirs qui détiennent les agriculteurs et qu'on ne sait pas comment les retranscrire et comment les chiffrer. Donc, c'est un des challenges, disons, de ce travail. Donc, ils ont fait avec l'État en partie et de leur mieux pour essayer de tracer le plus clairement possible. Mais il est clair qu'il y a un travail encore du fond et c'est pourquoi ils ont dit dès le départ, ce travail de formalisation n'est pas simple à faire. C'est une activité en soi vraiment d'aller dans les détails, dans la description fine de ces pratiques. Ok, merci. Alors, toujours un peu sur la façon dont vous avez travaillé, une question d'Antoine. Avez-vous pu reconstituer les étapes essais-erreurs qui ont abouti à la pratique innovante présentée? Car cela permettrait peut-être de mieux comprendre l'effet du contexte spécifique. Est-ce que vous avez analysé un peu l'histoire de la pratique sur plusieurs années? Ou est-ce que vous avez abordé seulement le résultat? Non, on a bien approfondi certaines questions qui permettaient de nous décrire les étapes justement, oui, qu'ils ont pu avoir tout au long de leur essai. Cela, du coup, a permis aussi de poser les problèmes qu'on a essayé de mettre en avant lors de la présentation. Et du coup, c'est vrai que dans nos fiches, après, c'est un peu plus détaillé, les histoires. Et après, il y a aussi eu certains agriculteurs, pour eux, leur expérimentation n'est pas assez… Enfin, il faudra encore quelques années avant de pouvoir mettre vraiment des propos et une conclusion sur ces pratiques-là. Et du coup, on a eu un retour dans le passé sur les pratiques qu'ils ont fait avant d'aboutir à celle-ci. Si je peux me permettre de compléter, cette partie cheminement dans les expérimentations, on va le retrouver plus dans les webinaires, puisque le but de nos fiches était de capitaliser, donc de mettre en forme certaines pratiques qu'on a pu identifier, mais ce cheminement, on le retrouve notamment dans certains webinaires. Merci. Alors, je vais reprendre l'autre question d'Antoine parce que c'est toujours sur votre méthode de travail. Les pratiques innovantes sont décrites dans des fiches individuelles. Comment la cohérence avec les autres pratiques mises en œuvre en combinaison avec elles est-elle décrite ou descriptive dans les fiches? Le lien entre la pratique que vous avez décrite et le système de pratique qui est pris en compte par l'agriculteur. Cette cohérence, on va le trouver dans les objectifs du système d'exploitation et dans le contexte. Et effectivement, d'une fiche à l'autre, on va trouver, il s'agit de la même exploitation, on va trouver des descriptions différentes pour les pratiques mises en place, mais on retrouve des objectifs communs. Et à travers les éléments de contexte qu'on a voulu présenter, on a essayé de présenter justement des éléments de contexte qui permettent de rendre compte de cette cohérence au sein de l'exploitation. Et je compléterai, Philippe, s'il vous plaît, en disant que cet exercice pédagogique, cet projet étudiant, a une durée déterminée et que cela impose des choix à faire. Et du coup, effectivement, vous l'avez dit aussi, il y aurait une diversité de pratiques à capitaliser, mais nous avons dû faire des choix. Donc, malheureusement, toutes les pratiques qui auraient pu être décrites ne le sont pas encore. Donc, le travail, c'est, disons, un début, un bon début de travail, mais il y a encore du travail à faire. Merci. Donc là, je vais prendre deux questions. Alors là, les aspects méthodes de votre travail ont été en partie vus, sauf qu'il y en a d'autres questions qui arrivent. Là, j'ai deux questions qui sont complémentaires. Autour de la validation des pratiques à l'échelle d'un territoire. Donc, une question de Francis. Est-ce que ces agriculteurs partagent ces méthodes et résultats d'innovation dans leur réseau au niveau régional, qui complète un peu celle de Marc? Pour le domaine de validité d'une pratique, la maille des petites régions agricoles est souvent fort efficace. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez repéré chez les agriculteurs, justement, ce travail à l'échelle territoriale pour ne pas être isolés dans leurs pratiques innovantes? Les pratiques régulièrement mises en place chez ces agriculteurs sont souvent des agriculteurs accompagnés d'un responsable technique ou agronomique d'un institut proche ou d'une coopérative ou
Donc, oui, c'est totalement inclus dans un territoire très localisé avec l'expertise régulière d'un technicien. Et dans les webinaires, on a l'occasion régulièrement d'avoir eu justement ce binôme agriculteur et avec son innovation, ainsi que le technicien qui le suivait durant le webinaire. Et si je peux rajouter quelques éléments, la plupart des agriculteurs qu'on a rencontrés font partie de groupes d'agriculteurs. Ils sont vraiment au sein de réseaux. Ils ne sont pas seuls dans leur réflexion pour mettre en place ces innovations. Ils sont souvent accompagnés en groupe d'agriculteurs et de ce fait, il y a un partage de connaissances entre eux. Et si je peux pas compléter aussi, il y a un partage de connaissances qui est localisé. Et parfois aussi, c'est diffusé dans toute la France. Je pense par exemple à Madame Huck, vous l'avez visitée, qui en fait qui nous a expliqué que elle n'avait pas forcément beaucoup d'échanges avec ses voisins à l'échelle de son territoire. Mais par contre, elle avait des échanges avec, avec des outils web dans les réseaux, avec des viticulteurs qui sont beaucoup plus loin, qui sont hors de son propre cadre de territoire. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on a une série de questions autour de la formalisation des fiches et de leur usage et surtout de leur diffusion parmi les pairs, c'est-à-dire parmi les autres agriculteurs. Donc, une question de Joël. Je vais vous donner 3 questions. Merci de les noter. Une question de Joël sur la formalisation choisie. Correspond-elle à la représentation des agriculteurs ou est-ce que c'est une formalisation d'étudiants avec votre propre perception? Une question de Jérôme qui est complémentaire. Après ce travail, les agriculteurs ont-ils proposé de rédiger eux-mêmes des fiches sur d'autres innovations ou d'en parler à des voisins ou voisines qui ont des démarches innovantes? Et une question de Marc qui pose comment les agriculteurs sont intervenus pour rendre plus claires les fiches pour leurs collègues. L'enjeu principal est délicat de s'assurer de la lisibilité d'un texte pour les lecteurs visés. Est-ce que vous pouvez, vous avez prévu de vous répartir les questions. En tout cas, l'idée, c'est est-ce que ces fiches, elles ont été construites avec les agriculteurs ou c'est vous qui les avez conçues et ensuite fait valider ou pas? Et deuxièmement, est-ce que les agriculteurs trouvent que cette pratique de réaliser des fiches de ce type-là peut être engagée par eux-mêmes ou avec l'aide de conseillers, de manière à ce que ce soit le plus lisible possible par des pairs? Qui veut répondre? Oui, donc aujourd'hui, nous avons rencontré les agriculteurs mi-novembre, fin novembre. Donc pour l'instant, la formalisation et la mise en place des fiches a été principalement la nôtre, celle des étudiants. Nous avons aujourd'hui fait l'étape pour la plupart des fiches de les envoyer aux agriculteurs pour validation de leur part et modification. Donc des fiches sont en ce moment en cours de modification par les remarques des agriculteurs. Et donc ensuite, il y aura aussi tout un aspect de validation par Madame Salazar, responsable aussi de ce projet pour la mise en ligne des fiches sur GECO. Les agriculteurs que nous avons rencontrés étaient aujourd'hui très intéressés par ces fiches, pouvaient même avoir des idées et plusieurs idées d'innovation à mettre. Bon, nous avons dû faire des choix et nous focaliser sur certaines innovations compte tenu du temps que nous avions. Mais il y avait de quoi faire au niveau des innovations. Pour ce qui est de l'écriture des fiches par les agriculteurs, nous n'avons pas eu de retour de leur part en disant qu'ils souhaitaient… Voilà, ils ne nous ont pas questionné pour demander s'ils pouvaient écrire eux-mêmes une fiche ou comment s'y intéresser de par eux-mêmes. Mais c'est quelque chose qui pourrait être demandé. Merci. Je pourrais compléter rapidement. En fait, voilà, la question, je pense que dans les guides d'entretien n'était pas posée tout simplement. Donc, c'est compliqué de répondre à la place des agriculteurs. Mais je tiens seulement à dire que ce travail autour de la capitalisation et formalisation, je pense qu'il est plus efficace s'il est réfléchi dans le cadre des dispositifs un peu collectifs, soit par des ateliers d'écriture collaborative, parce
ce type de travaux avec des étudiants. Donc, je pense que laisser un agriculteur tout seul, et chacun d'entre nous, si on nous laisse tout seul à rédiger une fiche, à faire un poster, et qu'on n'interagit pas, qu'il n'y a pas des échanges, qu'il n'y a pas des allers-retours, ce n'est pas ni agréable ni efficace. Donc, je pense que la réussite, en partie, de ce travail, elle porte aussi sur le fait qu'il y a du vivant, des échanges, des dialogues. Merci. Alors, avant on va terminer par les GECO et son évolution, parce que, en fait, là, vous contribuez à un outil qui se veut un outil de capitalisation des connaissances vraiment large. Il y avait deux petites questions plus sur agronomique. Alors, une question d'Yvan. Que signifie restructuration des sols? Vous avez parlé de restructuration des sols en début de webinaire. Est-ce que puisque vous avez des définitions, est-ce que pour vous, c'est quoi la restructuration des sols? Là, c'est une question un peu piège d'un enseignant d'agronomie. Quelqu'un qui peut répondre? Sinon, vous allez obliger votre professeur à répondre. Alors, pour cette question-là, en fait, dans nos fiches, notamment aussi dans les arbres, cette notion-là est subjective par rapport aux agriculteurs. Dans certains cas, la structure du sol apparaît plutôt de manière… on observe le sol, en fait, sa structure, son odeur. Est-ce qu'il y a des turicules en surface? Donc ça, c'est plutôt l'avis de M. Brémond. Après, il y a d'autres agriculteurs qui, pour eux, le définissent par le toucher et par également les sensations. Donc, pour nous, quand on en parlait de ça, en fait, on s'est appuyé sur l'expérience de chaque agriculteur qu'on a interrogé et on a essayé de l'expliciter à travers nos fiches et nos arbres d'exploration. Merci. Alors, une question d'Aude. Comment analysez-vous le constat que beaucoup des innovations agroécologiques relèvent de l'ACS? Est-ce que c'est un biais parmi les webinaires ou est-ce que c'est un effet de mode plus général? Ou est-ce que c'est lié à des types de réseaux d'expérimentation particulièrement efficaces? Étant donné qu'on a capitalisé des connaissances issues des webinaires et que, en fait, ces webinaires, ils ont été faits par des exploitants qui avaient envie de partager leurs connaissances, le fait que beaucoup de ces pratiques innovantes soient en lien avec l'ACS, et du moins dans ce qu'on a présenté, est lié au fait qu'on est dans un réseau d'agriculteurs qui mettent en place ces pratiques et qui ont envie de communiquer dessus. Donc, je pense que la réponse se trouve dans le démarchage qui a été fait par l'AFA pendant la saison 1 des webinaires. Bon, on donnera la parole à Christophe quand il va conclure pour repréciser si le biais est lié au choix des webinaires ou si c'est autre chose. OK, merci. Donc, on va maintenant aborder les questions plus liées à GECO et c'est important puisqu'effectivement, c'est un outil qui est en évolution permanente. Et donc, une question de Muriel. Il y a une question de Muriel et de Christian qui sont complémentaires. Est-ce que les acteurs connaissent ces GECO avant cette expérience? Et maintenant, est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce qu'ils vont y aller voir? Et puis, une question de peut-être Christian, peut-être là, ça sera plus pour Paola. Quel est l'état d'avancement de GECO et combien de fiches actuellement en grande culture, par exemple? Donc, peut-être pour la première question, c'est pour les étudiants. Est-ce que les acteurs connaissaient GECO avant cette expérience et maintenant, est-ce que ça les intéresse? Vous avez l'air de dire oui, mais peut-être préciser. Quand on a été enquêter les agriculteurs, dans notre introduction pour expliquer pourquoi on réalisait ces enquêtes, on expliquait bien que c'était pour l'outil GECO et la plupart d'entre eux ne connaissaient pas forcément cet outil-là. Et suite à notre explication, il y en a pas mal qui étaient intéressés par l'outil GECO et qui regrettaient un petit peu de ne pas l'avoir connu avant. Oui, ils ont exprimé un manque de visibilité alors qu'il y avait sûrement quelque chose justement à faire avec ce genre d'outils, puisqu'il permettrait justement d'échanger les informations entre agriculteurs plutôt que de créer eux-mêmes leur propre réseau, et notamment aussi par l'espace forum qui est présent sur l'outil GECO.
Ok, merci. Donc peut-être pour Paola, l'état Oui. d'avancement de GECO. Je peux faire la transition. Et puis peut-être en prenant la question d'Antoine aussi sur est-ce que ce travail a abouti à des pistes d'amélioration sur les fiches GECO en Oui, particulier. les questions sont assez complémentaires, donc c'est Ouais. très bien, ça fait une belle transition. Donc, du coup, GECO, comme les étudiants l'ont présenté, c'est un outil, une plateforme web de partage de connaissances. Et il est composé par un espace base de connaissances qui est organisé en thématiques. Il y a des fiches techniques, il y a des exemples de mise en œuvre qui sont partagés dans l'outil. Et c'est un outil qui est en perpétuelle évolution. C'est un outil comme la connaissance évolue, donc elle ne s'arrêtera pas. Et je ne pourrais pas donner une réponse exacte de combien de fiches il y a exactement aujourd'hui sur les grandes cultures ou sur chacune des filières, mais en tout cas, pour notre part, dans notre unité, justement, on travaille sur ces questions de création d'une part d'une communauté d'acteurs, que ce soit des contributeurs et des utilisateurs. Et on s'attelle à des questions sur l'animation justement de cette communauté pour faire vivre l'outil, parce que l'outil, il existe, mais lui tout seul, il ne pourra pas vivre s'il n'y a pas de communauté. Donc, on travaille à la fois sur la création, la réflexion à des nouveaux supports, comme les étudiants ont présenté, les fiches logiques d'action, les arbres d'exploration, et on travaille aussi sur des questions sur des fiches sur les bioagresseurs. Et donc, pour répondre maintenant à Antoine, ce type de travaux, justement, ce type de dispositif, comme avec les étudiants, nous permet justement de réfléchir à des futures améliorations et des futures évolutions pour l'outil. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant comme réponse ou si vous attendez plus de détails, on peut continuer à échanger en dehors de ce webinaire. Voilà, il nous reste effectivement que 3 minutes. Et donc, là, une question de Sophie, est-ce que ces fiches sont en ligne sur le site GECO ou pas encore? Pas encore. Donc, les fiches, ils seront diffusées dans GECO, mais il faudrait d'abord, comme je vous ai dit, des allers-retours, des échanges avec les agriculteurs pour validation. Donc, voilà, il y a un petit travail encore de finalisation avant de les diffuser dans GECO. Alors, peut-être une toute petite question de Pascal que j'avais oublié tout à l'heure. Excuse-moi, Pascal. Chez Monsieur Béton, comment envisager du désherbage mécanique des févroles semés en direct dans des pailles de maïs? Donc là, c'est une question pour les agronomes que vous êtes. Hein? Est-ce que le désherbage mécanique des févroles dans des pailles de maïs, vous en avez parlé avec lui ou pas? Il est possible que dans le feu de la présentation, mes pensées se soient mélangées. Et du coup, ma proposition n'était peut-être pas précise. Et donc, je ne peux pas répondre directement à cette question dans l'état immédiat des choses. Bien. OK, merci. Alors, la question d'évaluation. Nicolas Baudouin, c'est très merci. Pour donner suite à la question sur l'évaluation, les variables recueillies permettraient-elles cette évaluation? C'est-à-dire des entrées de calcul. Je n'ai pas compris la Est-ce question. que il y avait une question tout à l'heure sur l'évaluation des pratiques innovantes, et est-ce que les variables recueillies, mais ça, il me semble que vous avez déjà un peu abordé ce sujet-là, ou c'était plutôt qualitatif, j'ai cru comprendre. Et donc, en tout cas, pour l'instant, les variables que vous avez ne suffisent pas, me semble-t-il, pour faire un calcul qui permettrait d'avoir un indicateur quantitatif. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Et il y a besoin justement de travaux de recherche-action peut-être pour avoir ce genre d'indicateurs quantitatifs. OK, peut-être une question pour terminer de Daniel. Et, Daniel dit GECO ressemble à Par-dessus la haie, initié par Tram. Est-ce que vous avez peut-être, Paola, tu as des choses là-dessus ou pas? Pardon, je n'ai pas compris bien. Par-dessus la haie, c'est un projet alors là, qui a été initié par Tram, l'association Tram. Non, je ne pourrais pas répondre franchement là comme ça tout de suite. OK, il est l'heure. Je vais donner la parole pour conclure à Christophe, s'il est dans la salle ou s'il est derrière son ordinateur. Je suis Voilà. bien dans la salle. D'accord. Donc peut-être juste avant, vous regardez un peu
les dernières questions, qui ne sont pas des questions, qui sont des propositions, une proposition de Marc en disant qu'il faut que les agronomes deviennent des anthropologues, j'exagère un peu, une remarque d'Yvan qui propose d'utiliser un autre terme de restructuration. Bon, il est un peu long son terme, donc effectivement, c'est bien un vrai terme plus précis de restructuration du sol, mais voilà. Je te laisse la parole, excuse-moi Christophe. Très bien, merci Philippe. Alors, par rapport à la question qui était posée, à savoir pourquoi il y avait beaucoup d'innovations en ACS, eh bien, oui, c'est un biais d'échantillonnage sur la saison 1 des webinaires, sachant qu'il est vrai qu'il y a une forme de dynamisme au sein de certains réseaux et de promotion de type d'agriculture, et que au sein de ces réseaux, eh bien, en tout cas pour la saison 1 des webinaires, et trouver des agriculteurs en capacité d'en parler, il était plus simple, en fait, de finalement rapidement cibler ces agriculteurs-là. Donc, il y a clairement un biais d'échantillonnage qu'on assume, Marie-Hélène et moi, à ce niveau-là. Bon, en tout cas, un grand merci pour ce webinaire très riche. Un grand merci pour votre attention, pour vos questions et également vos remarques très, très positives et très bienveillantes. N'hésitez pas à nous rejoindre au sein de l'AFA en adhérant, également en contribuant aux actions de l'AFA. La saison 3 des webinaires aura lieu du 18 février au 11 mars. Elle portera sur les innovations d'agriculteurs en lien avec la préparation au débat agronomique et aura pour thème eau, sol et changement climatique. Merci beaucoup. À très beaucoup. bientôt. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, Christophe. Et je rajoute pour tous les enseignants qui nous suivent que l'exemple de l'ESA est à suivre parce que je pense qu'on a besoin d'intelligence collective et on a besoin des étudiants qui sont déjà des agronomes pour pouvoir diversifier, augmenter, accroître ce type de travail. Donc, n'hésitez pas, tous les enseignants-chercheurs qui sont derrière leur écran, de contacter Jérôme de l'AFA pour poursuivre, et puis de Christophe aussi, qui pourra faire témoigner de son expérience. Je vous souhaite à tous effectivement un bon week-end et puis à très bientôt sur ces prochains webinaires. Au revoir. Au revoir. Au revoir.